Bon allez, dites-moi, vous voulez combien de chipolata? Tu penses vraiment que tu conduis mieux que moi? Évidemment, tu conduis n'importe comment. Ah, tu connais l'expression. Femme au volant. C'est n'importe quoi. En plus, les statistiques montrent que les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Ouais, mais alors ça, c'est pas les capacités de pilotage. Hein. Moi, j'ai lu une étude où ils ont mis des hommes et des femmes sur circuit. Et ils ont comparé. Et bah, les hommes, en moyenne, ils avaient 60 points sur 100, alors que les femmes, 45. Cherche pas, je conduis mieux que toi. C'est quoi cette étude pourrie? Du coup, pour les chipots? Non mais toi, t'en penses quoi de son étude à la con? Bon, en gros, là, j'ai 3 types de réponses possibles. Soit je dis que les hommes conduisent mieux. Avantage, je peux sûrement faire une blague sur les chipolatas. Désavantage, c'est un peu lourd. Deuxième possibilité, les femmes conduisent mieux. Avantage, c'est moins lourd. Désavantage, je ne peux plus faire de blagues avec les chipolatas. Troisième solution, je réponds pas. Je regarde sur mon téléphone le fichier bbq.xls, dans lequel je conserve les statistiques de tous les barbecues depuis 3 ans pour récupérer le nombre moyen de chipolatas que les gens mangent. Avantage, j'évite le débat et je saurai combien cuire de chipolata. Désavantage, si ça se voit, je vais passer pour un très très gros nerd. Ce que j'en pense, c'est que peu importe, il te manque trop d'informations pour conclure que tu conduis vraiment mieux qu'elle. Non, parce que tu vois, par exemple, si l'écart entre les notes des hommes et des femmes est plus petit que l'écart type des notes, bah en gros, ta différence, elle n'est pas franche. Donc, tu peux pas conclure. Enfin, ça, c'est sous l'hypothèse que les notes soient réparties de façon normale. Bon, ne pas passer pour un gros nerd, je crois que c'est raté. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer ce que sont et à quoi servent les indicateurs de dispersion. On a vu dans l'épisode 2 que le but des statistiques, c'était, au moins selon Fisher, de réduire la quantité de données, c'est-à-dire de trouver des indicateurs qui permettent de résumer de façon pertinente un tas de données. À ce compte-là, on a vu les indicateurs de position, moyenne, médiane, mode. C'est facile, ça nous donne une bonne idée de la valeur typique que pourrait prendre notre tas de valeurs, avec quand même 2-3 petits détails sur lesquels il faut faire attention. Mais résumer simplement une liste de valeurs par un indicateur de position est un petit peu limité. Avant d'en revenir à nos chipolatas et à nos notes de conduite, on va prendre un exemple simple. Admettons que dans une école, je fasse passer un contrôle de statistiques à 3 classes, les classes A, les classes B et les classes C. Si je vous dis les classes A et B ont eu une moyenne de 12 sur 20, là où la classe C a eu une moyenne de 14 sur 20, c'est-à-dire je vous donne juste les indicateurs de position. Et médiane et mode, c'est pareil, c'est la même chose que la moyenne. Eh bien, on a très envie de dire que la classe C est meilleure que la classe A et B. Oui, c'est pas choquant. Et puis on a très envie de dire que les classes A et B, elles sont certainement équivalentes, elles ont la même moyenne, 12. Pourtant, si je construis les histogrammes des notes des classes A et B, je vois ça. Dans la classe A, on peut voir que, il y a 10 étudiants qui ont bien 12 sur 20, puis les autres, ils ont 10, 11 ou 13, 14 sur 20. Bref, ils sont plutôt moyen bons. Alors que dans la classe B, le mode c'est bien 12 et on sent que ça va à peu près 12, mais les notes sont beaucoup plus étalées. J'ai des 5, des 7, eux, il va leur falloir des cours de soutien, mais j'ai aussi des 16, des 18, eux, je vais plutôt les envoyer passer des concours. Bref, même si elles ont la même moyenne pour ce contrôle, les deux classes cachent des choses très différentes. Et ça, juste avec la moyenne, on ne l'aurait pas su. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même super chiant de devoir à chaque fois construire des histogrammes pour voir un peu ce qui se passe. Non, ce qui serait plutôt sympa, c'est qu'on ait un espèce d'indicateur. On avait un indicateur pour la position, la moyenne par exemple, ce serait bien d'avoir un autre indicateur qui nous dise à quel point les notes elles sont dispersées. On va appeler ça un indicateur de dispersion. Alors la première idée qu'on pourrait avoir, qui est certainement la plus simple, c'est de se dire je vais calculer l'étendue. L'étendue des notes, c'est tout simplement la note maximale moins la note minimale. Vous calculez ça et on peut voir que par exemple pour la classe A, la meilleure note c'est 14, la moins bonne c'est 10, 14 moins 10 ça fait 4, une étendue de 4 pour la classe A. Pour la classe B, je fais le même calcul et j'obtiens une étendue qui est de 16 points. Ça a l'air de marcher. La classe B a une étendue plus grande que la classe A. Les valeurs sont plus dispersées. Oui, mais en vrai, l'étendue, c'est un peu pourri. C'est un peu pourri parce que ce n'est pas très robuste. Des tout petits changements sur les valeurs extrêmes vont provoquer des changements massifs sur l'étendue alors que ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, si dans la classe A, j'ajoute juste une personne qui a 0 sur 20 et une personne qui a 20 sur 20, je me retrouve avec une étendue de 20 points. Beaucoup plus que la classe B. Alors qu'en fait, c'est pas parce que j'ai rajouté 2 étudiants que ça a vraiment changé. Donc l'étendue, on va oublier. Bon, alors on peut avoir une deuxième idée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point les étudiants sont loin de la moyenne. Est-ce qu'ils ont 4, ils sont supérieurs à la moyenne, ou ils sont 11, ils sont juste à côté de 12? C'est un peu ça l'idée de dispersion d'ailleurs. Alors ce qu'on peut commencer par faire, c'est de calculer l'écart entre les notes des étudiants et la moyenne de la classe.
En faisant ça, on obtient une nouvelle liste de valeurs. Et une nouvelle liste de valeurs, on ne sait pas quoi en faire en l'état. Il faut donc trouver un moyen de la résumer facilement. Et ça, on sait faire, on a les indicateurs de position. Donc, cette nouvelle variable, qui est l'écart à la moyenne, je la résume par une moyenne. J'obtiens donc la moyenne des écarts à la moyenne. Et pour la classe A, par exemple, j'obtiens 0. C'est pas ça du tout que je veux. 0, c'est pas du tout une dispersion. 0, pourquoi j'ai 0 d'ailleurs? J'ai 0 parce que j'ai des moins et j'ai des plus quand j'ai fait mes différences. J'ai des 10 et des 14, donc en moyenne, ça finit par faire 0. C'est normal, mais ça ne me permet pas du tout d'avoir une idée de la dispersion des notes de la classe. Non, moi ce que je veux, après tout, c'est la distance par rapport à la moyenne. Que ce soit plus 2 ou moins 2, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est dire que la note, elle est à 2 points de la moyenne. Et en mathématiques, il s'avère que le « je m'en fous du signe, je veux juste garder la valeur », ça a un nom, ça s'appelle la valeur absolue. Donc pour régler ce problème de négatif, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur absolue des écarts par rapport à la moyenne générale. J'obtiens donc une nouvelle liste, cette fois-ci j'ai plus de problème de négatif, donc je peux le résumer efficacement avec une moyenne. Je fais donc la moyenne des valeurs absolues des écarts à la moyenne. Je sais, c'est un peu chaud à dire, mais on appelle ça l'écart moyen. Et cet écart moyen, c'est un indicateur de dispersion assez cool, on comprend bien ce qu'il veut dire, il est facile à interpréter. Si je vous dis que dans la classe A, l'écart moyen il est de 0,86, et que dans la classe B, l'écart moyen il est de 3, on comprend, dans la classe A, en moyenne, les étudiants ils sont à moins d'1 point de la moyenne. Dans la classe B, en moyenne, les étudiants ils sont quand même à 3 points de la moyenne. C'est pas pareil, la classe B est plus dispersée. Et on comprend directement ce que veut dire l'écart moyen. Bon, vu que cet écart moyen il est facile et pratique, on peut s'imaginer que c'est ça que les statisticiens utilisent. Et c'est ça qu'on vous a appris au lycée. Pourtant, logiquement, ça ne devrait pas vous rappeler grand-chose, l'écart moyen. Non, à la place, vous avez certainement appris ce qu'était un écart-type. On va voir ça ensemble. Revenons à nos différences par rapport à la moyenne. Tout à l'heure, on avait un problème de négatif. Eh bien, pour régler le problème du négatif, on a deux possibilités. Soit on prend la valeur absolue, on s'en fout du signe, soit on peut les mettre au carré, ces écarts. Parce que quand on met des valeurs au carré, on obtient forcément une valeur positive. Moins par moins, ça fait plus. Alors, ça fait plus certes, mais moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc soudainement, vos écarts, là, ils ne veulent plus dire tout à fait la même chose. Dans tous les cas, du coup, on a une nouvelle liste de valeurs. C'est la liste des écarts à la moyenne mis au carré. Et ce machin-là, il est positif et il faut le résumer, et vous commencez à avoir l'habitude, on le résume avec une moyenne. On obtient donc la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est chaud aussi, donc on va appeler ça la variance. Mais cette variance-là, elle est merdique à interpréter. C'est des écarts à la moyenne mis au carré, ça ne veut plus rien dire. Enfin, en tout cas, si je vous dis dans la classe B, la variance, elle est de 14,6, vous en faites quoi? Le 14,6, c'est des points au carré, c'est ininterprétable, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, à interpréter directement, ce n'est pas possible. Par contre, je peux toujours faire de l'interprétation relative. La variance de la classe A, c'est 1,2. Bon, la variance de la classe B, c'est 14,6. Je sais que dans la classe B, les notes sont plus étalées, plus étendues, plus dispersées. Mais l'interpréter plus que ça, moi je tente pas. Bon, mais on ne peut pas essayer de retransformer cette variance en un truc exploitable, en tout cas interprétable directement. Si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on a fabriqué un machin avec des carrés, on n'a qu'à prendre l'inverse des carrés. On peut prendre la racine carrée de la variance. On est en train de faire du bidouillage, mais bon. On prend la racine carrée de la variance, on obtient un nouvel indicateur de dispersion qui s'appelle l'écart-type. Et cet indicateur, il porte super mal son nom. Écart-type, c'est quand même sacrément vicelard. Ça vous donne l'impression que vous êtes en train d'avoir l'écart typique par rapport à la moyenne, donc l'écart moyen. Sauf que non, ça on l'a vu avant, c'est l'écart moyen, ça a son nom et c'est pas l'écart-type. Alors l'écart-type, quand on essaye de l'interpréter directement à l'œil comme ça, on peut parce que c'est en unité correcte, mais méfiance. Méfiance parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un bidouillage avec des carrés et que ça ne s'interprète peut-être pas aussi facilement que ça. Du coup, l'écart-type de la classe A, c'est 1,1. Et l'écart-type de la classe B, c'est 3,8. On voit que c'est pas loin de l'écart moyen, donc ça donne une idée quand même. Mais c'est pas l'écart moyen. Par contre, en relatif, ça, il n'y a toujours pas de souci. La classe B est effectivement bien plus dispersée que la classe A. Mais attention, si ce n'est pas interprétable directement comme un écart moyen, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Sous la condition que la distribution des valeurs qu'on est en train d'étudier soit normale, avoir l'écart-type permet de faire beaucoup de choses. Vous savez obligatoirement que entre la moyenne moins un écart-type et la moyenne plus un écart-type,
vous avez 68% de toutes vos valeurs. Si vous prenez cette fois-ci un écart de 2 écarts types, c'est-à-dire la moyenne moins 2 écarts types et la moyenne plus 2 écarts types, eh bien entre ces deux bornes, vous avez 95% des valeurs. Et ça, comme interprétation, c'est vraiment cool et super puissant. Revenons à nos chipolatas de tout à l'heure. Quand je fais un barbecue avec mon groupe de potes, je dois acheter des chipolatas. Mais je dois en acheter combien? Je sais pas, je suis pas devin, moi je sais pas combien ils vont en manger en tout. Par contre, je peux savoir combien de chipolatas ils ont mangé lors des précédentes barbecues, depuis 3 ans. Parce que je suis un gros fou et un gros taré qui tient plein de fichiers Excel qui servent à rien. Du coup, je sais que mes potes, en moyenne, ils mangent 18 chipolatas. Pas par personne, hein. Mon groupe d'amis mange 18 chipolatas. Et je sais que la distribution de ces chipolatas, sur les différents barbecues que j'ai fait, elle est normale, et que l'écart type du nombre de chipolatas mangés était de 2. Donc je sais que je dois en acheter pas loin de 18. Mais pas tout à fait, il y a des fois ils en ont mangé plus, des fois ils en ont mangé moins. L'indicateur de dispersion me dit d'ailleurs 2. Alors, ça veut dire que je ne vais pas interpréter parce que je vous ai dit que c'était un écart type, et qu'on n'interprète pas les écarts types comme ça. Par contre, comme la distribution du nombre de chipolatas mangés par mon groupe d'amis est normale, voilà ce que je peux dire. Je peux dire que dans 68% des cas, mes amis ont mangé entre 16 et 20 chipolatas. Et comme il y a plusieurs bornes, là j'ai pris juste un écart type d'écart, mais si je prends 2 écarts types d'écart, je sais que dans 95% des cas, mes amis ont mangé entre 14 et 22 chipolatas par barbecue. Donc c'est mathématique, je sais qu'il n'y a que 2,5% de chance que mes amis mangent plus de 22 chipolatas. Donc je sais qu'il faut que j'en achète à peu près 18, et pour être sûr, à 95%, même plus, 97,5% de chance qu'il y ait assez de chipolatas à mon barbecue, j'en prends 22. Impeccable. Et nos différences de capacité de conduite entre les hommes et les femmes alors? Et bien là aussi, l'écart type, ou en tout cas n'importe quel indicateur de dispersion, ça peut avoir son importance, parce que juste donner une différence de moyenne, eh ben ça peut cacher 2 situations très différentes. D'après mon pote qu'on a entendu au début, il y a un test, un essai qui a été fait, on a mis des hommes et des femmes sur circuit et on les a notés. Les femmes ont eu 45 sur 100 et les hommes ont eu 60 sur 100, ça fait un écart de 15 points. Et alors, devant cette situation, il y a 2 écoles. Première école, ceux qui disent « Ouais, mais tes différences là, c'est des moyennes, on s'en fout, ça veut rien dire. » Deuxième école, les gens qui disent « Ouais, bah tu vois, 15 points de plus, je suis un homme, je conduis mieux. » Et il est très probable qu'en entendant ça, il y en ait un des 2 que vous privilégiez. Mais en fait, les 2 peuvent être justes. Ils peuvent tous les 2 avoir raison. Mais pour le savoir, il manque une information très importante, un indicateur de dispersion. Pourquoi pas l'écart type? Première situation, les écarts types des notes sont très petits par rapport à la différence entre les notes des femmes et les notes des hommes. Par exemple, il y a une différence de 15 ici, et si les écarts types sont de 2, eh bien alors oui, les 2 groupes sont vraiment franchement différents par rapport à la conduite, et même le pire conducteur est quand même meilleur que la meilleure de toutes les conductrices. Deuxième situation, cette fois-ci les écarts types sont beaucoup plus grands que l'écart entre les moyennes des hommes et des femmes. Par exemple, on prend un écart type de 30. Alors là, la situation n'est pas du tout la même. Bien sûr, en moyenne, les hommes sont meilleurs, mais vous avez un tas de femmes qui sont meilleures qu'un tas d'hommes. On peut même commencer à faire des probabilités, je vous passe les calculs, mais en gros, vous avez, si vous prenez un homme et une femme au hasard, 35% de chance que la femme conduise mieux que l'homme. Donc quand mon pote dit « en moyenne les hommes conduisent mieux, donc je conduis mieux », ben c'est possible, mais c'est pas du tout une obligation. Ça dépend grandement de la dispersion des valeurs. Alors conclusion, à quoi ça sert tout ça? Ben, globalement, c'est un réflexe à avoir. Quand on vous donne quelque chose, un résumé de valeurs avec une moyenne, et on sait que ça ne résume pas tout, notamment ça ne résume pas la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc ça peut valoir le coup de demander « et l'écart type, il est comment ?» Mais les indicateurs de dispersion ne permettent pas seulement d'affiner la description d'un tas de valeurs. Ça permet aussi, quand on fait des comparaisons, d'avoir une idée des 2 grands scénarios qui sont possibles quand on compare 2 moyennes. Soit une différence franche, soit une différence quand même un peu floue sur laquelle conclure va être un petit peu difficile. Et si on vous dit que la distribution des valeurs est normale, alors là, banco, vous savez un tas de trucs. Avec simplement la moyenne et l'écart type, vous avez le coup des 68%, 95%, les petits 2% de chaque côté, bref, vous savez quasiment tout. Réflexe à avoir, quand on vous donne une ou plusieurs moyennes, n'hésitez pas à demander les écarts types. Alors, quelques petites notes pour finir. Dans cette vidéo, j'ai parlé systématiquement des écarts types comme si c'était des mesures sur population totale. C'est-à-dire, voilà, j'ai la population totale des gens, j'en calcule l'écart type. Mais en médecine, en épidémiologie et souvent en statistique, c'est pas vraiment ça ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est résoudre des problèmes d'échantillonnage.
L'histoire des notes de conduite, là, mon pote, il cite une étude, mais cette étude, elle n'a pas mesuré les capacités de conduite de tous les humains de la planète. Non, ils ont certainement pris un échantillon des humains, 50 hommes, 50 femmes, ils les ont fait conduire, ils ont donné leurs notes. Pas de souci, mais il faut bien comprendre que la moyenne et l'écart-type des notes qu'on a obtenues dans cet échantillon, c'est pas exactement la même moyenne et le même écart-type de la population complète de tous les humains de la planète. Ça n'en est qu'une estimation, et une estimation imprécise. Et c'est là qu'intervient l'utilisation des écarts-types. En épidémiologie, en statistique, on se sert des écarts-types afin de pouvoir mesurer quel est le niveau d'imprécision des mesures d'un échantillon par rapport à une population générale. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'on préfère en général utiliser l'écart-type à l'écart moyen. Au début du XXe siècle, deux statisticiens, Arthur Eddington et Ronald Fisher, se sont un peu frités sur le sujet. Est-ce qu'il faut plus utiliser l'écart moyen, plus l'écart-type ? À la fin, c'est Fisher qui a gagné avec son écart-type, parce que justement, pour ces questions d'échantillonnage, il semblait que c'était plus efficace et plus pertinent. C'est un peu compliqué, mais je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur le débat écart moyen, écart-type. Les esprits chagrins me diront « Ouais, c'est bien, t'as créé des nouvelles listes de valeurs, là, tes écarts à la moyenne. C'est bien, mais tu les as résumés avec une moyenne. Et t'as pas arrêté de nous casser les pieds dans l'épisode 2 pour nous dire que la moyenne, c'était pas très bien... Enfin, c'était pas forcément un bon résumé. » Eh ben, vous avez raison. Ça, par exemple, c'est la distribution, c'est la loi que suit les écarts à la moyenne d'une distribution normale. C'est pas normal du tout. Du coup, la moyenne n'est peut-être pas le meilleur outil pour résumer ces tas de valeurs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait prendre des médianes, par exemple, ou le mode, et donc on pourrait créer plein de nouveaux indicateurs de dispersion. Alors du coup, on peut créer la médiane des écarts à la moyenne, on peut faire la moyenne des écarts à la médiane, on peut faire la médiane des écarts à la médiane, etc., etc. Des indicateurs de dispersion, à ce compte-là, il y en a plein. Hein. Il y en a certainement un des plus utiles, c'est ce qu'on appelle les espaces interquartiles. Alors, je ne vais pas détailler ça ici, c'est très utile quand les distributions ne sont pas symétriques. Mais il y a une vidéo des statistiques expliquées à mon chat, où il parle lui aussi de moyenne et de ce genre de problème, et il fait une description de ce qu'est les quantiles. Et les quartiles, c'est à peu près la même chose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser des questions ou des remarques dans les commentaires. Et si vous aussi, vous trouvez que les gens interprètent trop facilement les moyennes sans prendre en compte les écarts-types, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ce que j'en pense ? J'en pense qu'à mon avis, personne n'a jamais dépensé 1 euro pour faire une étude qui compare les capacités sur circuit des hommes et des femmes. Donc, à mon avis, tes chiffres là, c'est bidon. Et puis en plus, pardon, mais on s'en fout, non ? Bon alors, vous voulez combien de chipolatas ?